Allez, on va démarrer avec cette première séquence où je vais proposer du coup à Muriel Valentin Morison de l'INRAE Versailles. Bonjour Muriel, de venir nous présenter les résultats, quels résultats on peut attendre de la régulation biologique, quelle place pour le biocontrôle grâce à un retour d'expérience que vous allez nous faire de plusieurs années de travail dans le domaine des grandes cultures. On a un recul là avec les approches que vous allez développer de plusieurs dizaines d'années qui nous permettent voilà, de nous partager un retour d'expérience intéressant pour voir si effectivement, en travaillant sur la régulation biologique, on peut avoir des résultats satisfaisants. Donc je vais vous donner la main pour que vous puissiez partager votre écran. C'est bon pour vous? Non. On va le refaire un coup. Ça y est, c'est bon. Alors je repartage, pardon, j'ai repris la main et je vous la redonne. Ok. Voilà, c'est bon pour vous. Il n'y a plus qu'à passer en mode plein écran et c'est bon. Ça vient, ça vient. Alors, vous me voyez, vous m'entendez? Parfait, allez-y. Alors, bonjour à tous. Donc, je suis Muriel Valentin Morison. Je suis une agronome directrice d'une unité qui s'appelle tout simplement agronomie. Donc, je vais vous parler d'agronomie, pas de pathologie et pas d'entomologie, bien que vous verrez que j'aborde beaucoup de ces notions-là. Alors, il va y avoir un retour d'expérience en grande culture pour lequel le biocontrôle est assez peu couramment utilisé. Et donc, je vais commencer déjà par resituer un peu ce que l'on entend par biocontrôle, régulation biologique, protection intégrée des cultures, système de culture. Puis ensuite, je ferai quelques illustrations. Donc, tout d'abord, quand on lit la littérature scientifique et également la définition donnée par l'Académie d'agriculture, on s'aperçoit que le biocontrôle, c'est un regroupement de méthodes de protection des cultures qui résulte de la connaissance des interactions entre plantes cultivées, bioagresseurs et milieu naturel, qui permet d'utiliser la capacité de régulation des agents vivants présents sur le milieu ou de faire appel à des agents vivants exogènes au milieu. Souvent, c'est réducteur et cela se réduit à la catégorisation de différents agents, macro-organismes, micro-organismes, indigènes ou exogènes, médiateurs chimiques, substances naturelles, biopesticides. Et on oublie souvent de traiter le fait que c'est d'abord et aussi et surtout remettre au centre les interactions biologiques dans le milieu cultivé tel que on pourrait le développer. Et du coup, c'est une manière un peu nouvelle de parler d'un concept assez ancien qui est la lutte biologique. Et il y a plusieurs formes de lutte biologique, classique, lutte biologique par conservation, qui font tout appel à des interactions biologiques et donc à des régulations biologiques. Alors il se trouve que le système de culture, au sens large du terme, donc tout ce que l'on peut appliquer sur la parcelle de manière cohérente et ordonnée dans le temps, le semis, le choix de la variété, le fait de désherber, etc., etc., tout ça modifie l'habitat cultivé pour favoriser les auxiliaires des cultures lorsqu'on s'adresse en particulier aux insectes ou à certains champignons, ou défavoriser les bioagresseurs. Et en fait, quelque part, on pourrait faire appel d'ailleurs en agroécologie à tout un tas d'autres solutions que les solutions de biocontrôle ou des pesticides stricts en multipliant la diversification des cultures par l'introduction de plantes de service, par l'association d'espèces, par la multiplication de cultures intermédiaires dans les systèmes de culture ou par l'introduction de plantes pièges ou de bordures fleuries autour de la parcelle. Et les pesticides et les biopesticides ou les solutions de biocontrôle au sens strictement substitutif pourraient venir appuyer tous ces éléments-là de manière à perturber le bioagresseur, apporter des ressources naturelles ou bien assurer sa mortalité. Alors il se trouve que lorsque l'on cherche finalement à réaliser cette solution de biocontrôle, en fait on cherche à modifier le système de culture. Et en cherchant à modifier le système de culture, quelque part, l'objectif, c'est de réduire les pesticides, en particulier lorsqu'on décide d'utiliser le biocontrôle. Et de fait, quand on part de modification de système de culture, il y a plusieurs manières de faire. Recourir à l'efficience, la substitution et la reconception. Pour
si on replace le biocontrôle dans ces situations-là, on s'aperçoit que la substitution ne fait appel finalement qu'à quelques rares molécules d'origine vivante, les biopesticides comme les roténones ou bien les stimulateurs de défense. Dès lors que l'on commence à introduire des micro-organismes ou des macro-organismes exogènes ou à accélérer la survie ou l'existence d'organismes déjà présents sur la parcelle, alors on fait appel à tout un tas d'autres solutions qui vont être autre chose que de la substitution stricte d'un pesticide et qui vont demander un travail de reconception. En effet, quand on introduit des micro ou des macro-organismes vivants exogènes, on peut se poser la question de leur efficacité, mais surtout de leur survie, du risque invasif, de l'interaction qu'il peut avoir avec les autres bioagresseurs et avec les conditions de milieu. On peut aussi se poser la question, lorsqu'on modifie profondément le système de culture pour amplifier les régulations biologiques déjà présentes par les organismes auxiliaires sur place, comment ces techniques culturelles permettent de favoriser ces dynamiques-là pour les amplifier? Et comment concilier ceci avec des pesticides de biocontrôle? Il se trouve qu'en grande culture, finalement, comme on est dans un milieu ouvert, on a très peu utilisé de biocontrôle et qu'on n'a pas d'autre solution que de combiner plusieurs techniques culturelles, plusieurs solutions agroécologiques et que le biocontrôle n'échappe pas à cette solution-là. Finalement, lorsque l'on réalise ce travail, on est confronté à la question de comment réintroduire ces solutions de biocontrôle en concertation avec les différentes autres pratiques culturelles, parce qu'à elles seules, elles ne répondront pas aux besoins de réduction des pesticides. Parce que les pesticides permettent de répondre simplement depuis 40 ans déjà, si ce n'est plus, à chaque facteur limitant avec une grande efficacité. Or, ce n'est pas le cas des organismes de solutions de biocontrôle. Moi, je pense qu'il est complètement illusoire de penser qu'une solution de biocontrôle au sens substitutif du terme sera la seule solution. L'efficacité de ces solutions-là, finalement, il n'y a pas de question de substituer ou reconcevoir. À la fois, on ne peut imaginer simplement substituer, parce qu'il faut compléter les effets de biocontrôle, optimiser les conditions d'efficacité, et donc c'est forcément plusieurs techniques qu'il faudra utiliser. Par exemple, pour réduire l'emploi de fongicides ou d'insecticides sur blé, on ne se contentera pas d'adopter une variété résistante aux maladies, de favoriser les carapes par une bande enherbée, ou de travailler le sol. On retardera le semis, on décalera le cycle de la culture par rapport aux bioagresseurs, on réduira la fertilisation azotée précoce qui favorise l'oïdium et la céphaliose. Les agriculteurs connaissent ça parfaitement. Quand on veut plusieurs objectifs et quand on veut réduire les pesticides de manière aussi fondamentale et systémique, on ne peut faire autrement que de combiner plusieurs solutions à effet partiel. Et vous envoyez d'ailleurs les tentatives d'efficacité de ces solutions à effet partiel sur des mauvaises herbes, comme ça a été réalisé par l'UNR Agroécologie à Dijon. Donc, insérer le biocontrôle, c'est forcément penser de manière partielle et ça signifie se réapproprier le fonctionnement de l'agrosystème et donc forcément le reconcevoir. Alors, j'ai tenté de vous illustrer ça avec 3 exemples. Un exemple ancien qui fait le contre-pied finalement de la question parce qu'on n'a pas utilisé de solution de biocontrôle, mais uniquement des combinaisons de pratiques pour atteindre un objectif. Puis une illustration d'un travail en cours sur les bandes fleuries et une illustration d'un travail à venir sur les solutions plus fluides. Alors en fait, penser systémique, ça veut dire penser de manière globale et surtout pas technique par technique. Ça signifie penser d'abord l'objectif que l'on veut atteindre. Ici, dans l'exemple SIC, système innovant sous contrainte, qui existe depuis 10 ans, mais il y en a un autre dont je parlerai juste après qui s'appelle le système Latage, qui est à Versailles. Dans ces essais systèmes, et entre parenthèses, à l'INRA, il y en a beaucoup d'autres. Ça fait plus de 20 ans qu'on travaille sur ces essais systèmes à Dijon, à Toulouse, à Montpellier, à Rennes et dans les systèmes d'élevage également. Donc des exemples des essais systèmes, il y en a plein. Les instituts techniques en regorgent également. Dans ces logiques-là, on cherche à atteindre un objectif et on cherche à combiner différents leviers techniques pour atteindre cet objectif. Ici, dans cet exemple-là, on cherchait à ne pas utiliser de pesticides. Pas de pesticides du tout, y compris des pesticides de biocontrôle, comme vous pouvez l'imaginer. Et donc, on a commencé à se dire qu'il fallait d'abord prévenir et penser de manière stratégique. Donc, agir sur le stock initial de maladies, de cocons d'insectes, de graines de mauvaises herbes. Et ça veut dire repenser la durée de la rotation,
avoir des cultures à risque moins fréquemment et une grande diversité des espèces implantées. Avec, comme vous pouvez le voir d'ailleurs, des cultures intermédiaires qui viennent diversifier énormément les espèces cultivées. Ça voulait dire aussi éviter la concomitance entre le bioagresseur concerné, une maladie, un insecte, un organisme ravageur autre, et la date de semis, ou en tout cas la période à laquelle la culture est sensible. Donc des semis tardifs dans certains cas pour les blés, des semis précoces pour les colzas, des fortes densités pour accentuer la compétition vis-à-vis des mauvais herbes. On pensait aussi limiter les attaques en utilisant systématiquement des variétés peu sensibles, donc en particulier des variétés résistantes aux maladies ou peu sensibles à ou couvrantes pour les mauvais herbes, et parfois des mélanges variétés. Et pour le rattrapage, eh bien, on n'avait que le désherbage mécanique, et on aurait pu utiliser des solutions de rattrapage et de biocontrôle précisément dans ces situations-là. Alors qu'est-ce que ça a donné? Dans l'essai SIC, au milieu de la diapositive, vous avez un tableau qui vous rend compte des indices de fréquence de traitement qui ont été réduits dans les différents essais systèmes. On a le 0 PES dont je viens de vous expliquer les éléments tout à l'heure, mais aussi on a d'autres essais systèmes où on a réduit le travail du sol pour réduire le recours aux énergies fossiles ou les émissions de gaz à effet de serre. Par rapport à un système à haute performance environnementale et productive, le PHPE, vous voyez qu'on a déjà, pour le PHPE, réduit énormément les VFT, on est à moins 51%, et pour les viropesticides, à moins 100%, avec une augmentation de diversité d'espèces implantées et une durée de la rotation augmentée. Sur le dispositif LACAGE, qui lui a 20 ans, où on a un bas niveau d'intrants, on voit une réduction majeure des produits IF, des produits utilisés, avec 46% en moins sur le colza, 40% en moins sur le blé et 31% sur le pois. Alors, ces expériences-là, elles ont continué et on a aussi analysé les rendements, dont je ne vais pas vous parler, mais les rendements sont réduits entre 20 et 30% sur le blé et autour de 50% sur le colza lorsqu'il s'agit de ne pas utiliser du tout de pesticides. En revanche, quand on calcule les marges, on n'a pas beaucoup d'écart, en particulier lorsqu'on commence à réduire significativement ces pesticides. Et là, je vous le dis, on n'a pas utilisé de solution de biocontrôle. On a simplement utilisé les logiques systèmes qui permettent de combiner les solutions déjà existantes, qui sont à la fois un mélange de réflexion sur le travail du sol, variété, combinaison de dates de semis et de fertilisation raisonnée. Donc vous voyez que les biopesticides, ou en tout cas les solutions de biocontrôle substitutives, peuvent, elles, s'introduire assez naturellement dans des systèmes comme cela, dès lors qu'ils ont un effet partiel et qu'ils viennent accentuer les systèmes déjà bas niveau d'intrants. Alors, il y a des solutions qui sont beaucoup plus compliquées qu'une solution substitutive, mais qui pour moi sont des solutions de biocontrôle systémiques, certes, plus compliquées, certes, mais qui font appel à la lutte du résiste par conservation. Et donc, on a testé des choses autour du mélange d'espèces dans les infrastructures agroécologiques, donc dans des bandes fleuries autour des parcelles cultivées, et on a multiplié la diversité fonctionnelle ou la diversité spécifique en faisant plusieurs tests de bandes fleuries avec plus ou moins d'espèces, de 9 à 40 espèces ont été testées, qui ont des fonctionnalités différentes. L'objectif est en fait ici de favoriser les auxiliaires de culture déjà présents dans les grandes cultures et dans les abords cultivés, dont on souhaite à la fois apporter le gîte, le couvert, et favoriser l'invasion, la colonisation des parcelles cultivées dans le temps. Parce que nous, on ne peut pas utiliser aussi facilement que ça le biocontrôle, vu que le milieu est ouvert et dans les grandes surfaces. Mais on ne peut pas faire ça sans combiner ceci à un système de culture à l'intérieur de la parcelle qui repense l'utilisation des pesticides de manière économique. Vous ne pouvez pas favoriser des auxiliaires d'un côté et venir les dézinguer au centre de la parcelle d'un autre. Donc, forcément, le système de culture est immédiatement repensé pour réduire à la fois les fréquences d'attaque des insectes et des organismes autres, mais aussi repensé pour éviter qu'ils ne meurent, que les insectes auxiliaires favorisés dans ces bandes fleuries ne meurent en rentrant dans la parcelle. Alors, qu'est-ce que ça a donné? On a mesuré tout un tas de choses, tous les organismes auxiliaires que l'on a favorisés, cirques, carabes, araignées, parasitoïdes,
ont été observés pour leurs dégâts et on a regardé les dégâts de différents organismes ravageurs de cultures, pucerons, cryocères, cytones, cécidonie, charançons, médusettes, pour ce du colza. Vous avez ici un exemple très ponctuel. Sur le puceron de l'orge, vous voyez qu'au bout de 3 semaines après éclosion, que l'on se situe à 5 mètres ou à 20 mètres, on a un effet intéressant des bandes fleuries, où on a une réduction significative des pucerons, probablement en réponse à l'existence importante des cires. C'est visible sur le puceron, c'est encore assez contradictoire et à re-regarder de manière plus précise sur les autres ravageurs. Ce qui est sûr, c'est que la communauté carabe a été multipliée par 3 à 5 selon les types de bandes fleuries en l'espace de 4 ans, et que le parasitisme, d'une manière générale, des organismes ravageurs a été accru. Dernier exemple, là on retourne dans le centre de la parcelle. On a depuis plusieurs années essayé de mélanger des espèces d'errantes avec des plantes de service. L'exemple le plus connu dans mon laboratoire concerne le colza associé à des légumineuses ou à autres mélanges d'espèces de plantes de service dont on ne récolte pas à l'issue. On les installe avec le colza au moment du semis, de manière à réguler, à entrer en compétition avec les adventices, mais pas trop avec le colza, de manière à perturber les différents organismes ravageurs de l'automne. Et lorsque le gel ou la destruction par herbicide intervient, on peut alors espérer une fourniture d'azote pendant le cycle cultivé au printemps. Ce qu'on a réalisé ici, c'était de savoir si en utilisant cette solution, finalement qui est une solution de biocontrôle avec un organisme vivant, donc on cherche un service, donc on attend quelque chose, une plante de service en appui à la culture de rente sur le colza, on a voulu regarder si elle entrait en compétition avec la plante cultivée, si elle enclenchait des pertes de rendement ou si elle permettait dans le même temps de réduire l'attaque, le mauvais arbres. Et comme vous pouvez le voir ici, il existe en fait 52% des situations, donc c'est l'issue d'une méta-analyse de travail qui a été réalisé. Dans cette situation, on a 52% des situations où on a à la fois une augmentation du rendement et une réduction de la biomasse des adventices, alors que la situation était sans désherbage dans cette situation-là. Mais vous voyez que d'une manière générale, on a 80% des situations où on a une réduction de la biomasse des adventices avec une perte de rendement assez faible, sauf quelques rares exceptions ici en bas du tableau. Alors, quand on essaie d'évaluer finalement ces colza associés bas niveau d'intrants par rapport au colza seul, on s'aperçoit qu'on est assez facilement convaincu parce qu'on a une toute petite augmentation du rendement, mais c'est vraiment pas significatif. C'est pas ça qui est attendu de la plante de service. C'est une réduction de l'UFT, en particulier des herbicides, une réduction de l'usage de l'azote, une réduction du nombre de passages et donc de la consommation d'énergie, tout en permettant alors de gagner une marge semi-nette assez intéressante. Alors, ce qui s'est passé, c'est que au gré de ces expérimentations, on s'est rendu compte qu'en plus, dans ces systèmes-là, on pouvait avoir une réduction des attaques d'altise, des attaques de bourgeons, de charançon du bourgeon terminal. Et on se demande comment expliquer ces effets sur les insectes et quelles espèces combiner pour examiner ces influences. Ça a donné lieu à un projet qui est pour l'instant très préliminaire, soutenu par une chargée de recherche dans mon laboratoire qui a été recrutée précisément pour répondre à la question de comment intégrer le biocontrôle dans les systèmes de culture. Et le projet pour l'instant est multiple, mais l'un des éléments du projet, c'est de tester un système push-pull pour le colza associé, où on se verrait alors tester des solutions assez anciennes, je vous disais, un mot nouveau pour un concept assez ancien, que la solution push-pull existe depuis au moins 20 ans, testée par des entomologistes de Rothamsted en Afrique, et remobilisée dans d'autres solutions plus en maraîchage, où l'idée c'est d'avoir une espèce en particulier autour de la parcelle qui attire les insectes problématiques ou qui attire les insectes naturels et d'avoir au centre de la parcelle des éléments qui répulsent l'insecte dont on ne veut pas avoir les dégâts, d'où la solution de push. Et donc l'idée c'est de faire le même genre d'expérience avec des espèces associées au colza comme la févrole ou le fenugrec ou bien d'autres encore. On a
pas terminé nos investigations, de le mettre au centre de la parcelle comme ayant un effet répulsif, en tout cas perturbateur visuel et olfactif des insectes problématiques, et d'avoir un effet cool avec de la moutarde ou autre brassicacée plus attractive autour de la parcelle. Et de regarder comment se déploie cette solution-là par rapport aux insectes. L'idée aussi, c'est de le combiner à un moment ou à un autre avec d'autres solutions plus répulsives que les tababines et fenugrec, ou de même tester des solutions de biocontrôle alternatives en combinaison. J'en ai terminé et je vous remercie de votre attention. J'espère ne pas avoir été trop longue.